C'est Dick Rivers, Epic Earth, c'est Johnny, Kant, c'est Gainsbourg, Marx, c'est Bob Marley, Sartre, c'est Joe Starr. Mais qui a pu dire autant de conneries? Ces musiques sont une page blanche, on écrit dessus ses mémoires, des poèmes, on colorise selon sa fantaisie en clair ou en obscur. On efface si l'image vue a supplanté l'image rêvée, et très vite le réel se dilue en fabulation. Autant de mélodies, autant d'égéries dégustées, effleurées ou rêvées. Autant de paysages coloriés à notre guise, autant de jupes qui volent aux injonctions du blues, autant de lèvres qui se trouvent pour chuchoter à deux voix sous une tonnelle, autant de désirs à leur crépuscule, autant d'appels au carnage insufflés par le rythme, autant de fringales de paroxysme, autant d'incitations à la fugue, autant de femmes qui brûlent comme des terches dans la nuit zébrée claire, et autant de coups de gueule et de coups de rein. Il est tendre et brutal, candide et cynique, triste comme le blues et gai comme le rock. Malraux disait de la musique que c'est du bruit qui pense, mais c'est n'importe quoi. La musique, c'est de la magie qui pleure. Et on va en parler ce soir avec André Manoukian. Bonsoir. Bravo. Alors, première question. Pourquoi Sénèque et Dick Rivers? Pourquoi Sénèque et Dick Rivers? Vous pouvez passer. Parce que Sénèque a écrit l'art de vieillir. Et que finalement, Dick Rivers, à l'époque où je l'ai connu, bon maintenant, plus maintenant, hein, mais c'était quelqu'un d'assez joyeux, qui jouissait chaque moment de sa vie et qui savait toujours s'entourer de, je dirais, de gens pour rester un petit peu dedans. Et on l'écoutait, on écoutait les histoires qu'il nous racontait. Juste une anecdote pour vous dire le personnage. J'ai toujours eu, moi, un studio d'enregistrement chez moi. Et lui, il me disait, le problème quand tu as un studio d'enregistrement chez toi, c'est que moi, je l'ai eu aussi, c'est que tu te retrouves à chanter en peignoir. Et un jour, un ami m'a dit, Dick, tu ne peux pas chanter du rock en peignoir. Il faut que tu chantes, pour chanter le rock, tu dois porter des Santiago. Alors, il dit, j'ai mis mes Santiago sur mon peignoir. Et j'ai toujours cette image de Dick Rivers en Santiago et en peignoir, en train de chanter des jolies ballades country. Donc voilà. C'est génial. Alors, on va parler de vos mémoires. Mes mémoires. Mon Ça Dieu, pourrait s'appeler Mémoire de ma bite parce que... Non, c'est pas ça. C'était pas complètement ça. C'est pas complètement... Bon, alors, le premier chapitre, vous Oui. dites, on vous appelle le branleur magnifique. Oui, bah oui. Et vos parents vous disent que ça rend sourd et bossu. Est-ce que c'est Oui. pour ça que vous aimez Sheila? Non, c'est... Voilà. Je sais pas pourquoi, il paraît que les premiers ouvrages, on raconte ces choses de l'intimité. Oui. Mais c'est comme un exercice un petit peu. Donc je dis que l'éros, c'est la lecture et la littérature, j'aimais bien. C'est ça ce qui vous a donné cette technique de branlage un petit peu spéciale. Ah. Ça veut dire, on peut en parler. On va expliquer non, que... mais vous ne vous branliez pas, vous tapiez votre bite contre des objets ou du mobilier urbain. Non, ça, c'est pas moi. Ah, c'est écrit... Ma pauvre mère ne sait pas qu'elle face à elle un branleur professionnel. Je n'utilisais pas les mains, je frappais mon sexe contre un matelas. Oui, je frappais pas, je frottais. Parce que frapper, non. Oui, je vais vous dire, j'avais une technique. La première fois que ça m'est venu, c'était à l'insu de mon plein gré. J'étais à plat ventre, donc en fait, je faisais l'amour à mon matelas, si vous voulez. Mais surtout, bon, j'étais ado, mais je venais aussi de traverser en même temps une crise mystique. Donc en même temps, je priais la Sainte Vierge et en même temps, j'avais ça à gérer tous les soirs. Je ne savais pas s'il fallait que je me masturbe avant ou après la prière. Et finalement, j'ai décidé de me masturber avant. Comme ça, après, c'était un peu... Premier orgasme à 6 ans devant Blanche-Neige et les 7 mains. Blanche-Neige et les 7 nains, oui. Les 7 mains. Alors, et votre prof d'anglais se fait arrêter par la justice car elle couchait avec ses élèves. C'est vrai. C'était sympa comme époque. C'était très sympa. Vous emballez votre première fille sur Maxime Le Forestier. Et je vais vous demander quelles étaient les chansons à râteau. Les chansons à râteau? J'ai pas eu beaucoup de râteaux. Mais est-ce qu'il y a des chansons à râteau? Bien, vous êtes modeste, je sais pas. Ouais, non, mais non, c'est pas ça. J'étais très peu entreprenant en réalité. C'est pour ça que j'aime cette légende qui court sur moi aujourd'hui de séducteur, alors qu'en fait, c'est le contraire. Je suis plutôt séduit et je transpire de la moustache dès qu'une jolie fille chante Fever en claquant des doigts à contretemps. Mais, enfin, pas forcément jolie fille d'ailleurs, parce que dès que la voix est là, pour moi, ça pose tout. Mais je me suis égaré dans votre question. Moi, je me suis égaré dans ma réponse, donc ça tombe bien. J'ai oublié ma question pendant votre réponse. Quand vous parliez de transpiration de votre moustache, je voilà, sais plus, c'est ça. Ouais. Vous faites voler votre premier amour, Christine, par Jésus.
Parce que elle vous dit, avant il y avait toi dans mon cœur, maintenant il y a Jésus. Ouais. Et je vais vous demander à propos de Jésus et de chanteur, est-ce que vous avez lu le journal de Joseph par Francis Lalanne? Ah non. Vous savez qu'il a écrit un livre où il se prend pour Jésus. D'accord. Il raconte la naissance de Jésus de Nazareth en Francis Lalanne. Ah, non, alors moi, j'en suis pas là, mais c'est vrai que voilà, j'aurais pu l'embrasser 200 fois. Et j'ai pas fait. À la place de ça, on parlait de Rousseau, on parlait de Voltaire, on parlait de Baudelaire. Rousseau, c'est Francis Cabrel. Ouais. Là, je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Elle m'a dit, moi aussi. Ah bah du coup, j'ai dit, bah commence-toi. Et là, je me dis, peut-être qu'on a la même chose à se dire. Vous savez, le timide, il faut que ça... On sent le timide en vous. Ouais, ça monte, ça monte, on peut pas, et voilà. Ça sent d'ici. Et là, elle me dit, écoute, hier, j'étais à une réunion d'évangélistes, mais qu'est-ce que c'est? Il y avait un prédicateur en bas, et tous les gens ont prié. Tu sais, c'est pentecôtiste, c'est une espèce de secte américaine, il y en a beaucoup. Ah oui, ils sont terribles, ils violent leurs enfants en plus. J'ai dit, alors que... Elle me dit, j'ai pleuré toute la journée. Je dis, mais pourquoi? Parce que je ne savais pas. Et à la fin, il a dit que ceux qui veulent descendre, donner leur vie pour le Christ, descendez vers moi. Je ne savais pas quoi faire parce que j'étais très amoureuse de toi, moi. Et qu'est-ce que je suis descendue. Et alors? Et là, j'ai senti Jésus dans mon cœur. Bye bye. Et là, vous êtes sorti d'elle. Mais alors, vous avez commencé par devenir pianiste en quittant le seul cours qui aurait pu vous intéresser, qui était un cours d'anatomie. Oui. Pourquoi? En cours d'anatomie, pourquoi partir pour devenir pianiste? J'étais en première année de médecine. Et il se trouve que c'était un cours d'anatomie, mais avec un artiste qui s'appelait le professeur Nedart sur le rétroprojecteur. Tout à la main, il dessinait l'os d'abord, c'était le pied, et puis ensuite les nerfs, et puis les muscles, c'était magnifique. Et moi, j'ai profité de cette méditation sur le pied pour me dire, mais ça, c'est pas du tout mon truc. Je m'étais inscrit en médecine pour faire plaisir à mon père, mais en réalité, j'étais fait plutôt pour les matières littéraires. Et alors là, il faut parler de votre premier spectacle, Nietzsche on the Beach. Nietzsche on the Beach, ouais. C'est On the Beach? Pardon, j'étais parti sur autre chose. Alors, il faut m'expliquer un peu les noms, parce que ça, c'est avec les maris bizarres. Oui. Vous vous appelez Paloma Topino Lebrun. Lebrun. Pourquoi? Vous étiez sous SD? C'est un peintre du XIVe siècle. Et je pense que rapport avec les topinambours? C'était ce nom, et le metteur en scène était un peu sadique, sûrement. Alors, c'était une troupe de travelots, mais il y avait 2 filles et un travelot, en réalité. C'était vous Non, ils étaient en porte-jartel. Et moi, je jouais, et la pièce était au 3e degré, mais tout ce qui intéressait les gens, c'était de voir les filles en porte-jartel. Et vous chantiez de Jim Morrison. Jim Morrison qui est? Grec. Nietzsche. Qui est Nietzsche. C'est une phrase de votre livre. Jim Morrison et Nietzsche. Jim Morrison et Nietzsche. Bien sûr. Merci d'avoir mis un blanc dans cette... Alors ensuite, il y a une anecdote extrêmement longue qu'on va peut-être pas tout raconter. Vous allez à la Berkeley School et vous vous trompez de route. Oui. Vous faites fausse route. Non. Ça y est, j'ai compris. Ça y est. Il va faire ça à chaque fois, là. Hein. Alors, non, mais c'était... Bon, alors, on passe. Non, mais je passe les questions. Alors, vous montez un groupe de musique, ça devient un peu plus intéressant. Ouais. Et vous faites une soirée au Cléopâtre. Et alors ça, vous avez une phrase géniale. Ah, c'est génial, c'est sublime, ça. Parce que vous faites le premier groupe de musique, la soirée au Cléopâtre finit en partouze. Mais non, mais c'est pas ça. Enfant, je me faisais chier dans les mariages. Et là, je suis en train de me faire chier dans une partouze. Ouais. C'est triste, hein. C'est sublime. C'est gentil. Merci. Non, on savait pas du tout où on allait jouer. J'avais un super groupe en province et on pensait qu'on allait jouer dans un club et on savait pas que c'était un club d'échangisme. Et du coup, c'est très curieux. C'est un peu Eyes Wide Shut et tout. Il y avait un pianiste argentin qui jouait comme ça, et puis après il était comme ça, mais c'était pas parce qu'il jouait. Il y avait un trio, et nous on était un big band de jazz, on était 11. On dit qu'est-ce qu'on joue? Vous jouez ce que vous voulez, 5 minutes toutes les heures. On ne savait pas trop où on était en fait, en réalité. Puis tout d'un coup, j'ai mon copain qui me chope, il me dit viens voir, je le crois pas. Et puis là, je vois une foule avec des lumières, enfin une foule dans une salle comme ça. Ça ressemblait un petit peu, mais il y avait des poutres moins jolies. Merci de nous dire qu'on est dans une boîte à partouze, avec en plus des poutres moins jolies, moins belles. Moins jolies. Non, les vôtres sont plus belles que celles de là-bas. On a toujours eu des belles poutres. Et moi, j'ai dit, tiens, il y a un prestidigitateur. Alors j'ai écarté, je fais ah, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai crié. Bon, enfin bref. Voilà. Vous auriez pu faire enfant, je me faisais chier lors des mariages au partouze dans les presbytères.
D'accord. Ça aurait été un remake Je intéressant. pense qu'on va écrire un livre dans pas longtemps ensemble. Alors ça c'est génial, cette partie de votre vie, c'est incroyable. Vous faites de la musique pour des publicités. Et vous faites de la musique pour des publicités de boucherie. Alors ça ressemble à quoi une musique de boucherie? Ben, vous chantez simplement le boucher du coin, vous lui faites un jingle, c'était comme une comédie musicale, genre, je sais plus, viens chez moi, mon entrecôte est la plus chouette, tu verras. Enfin voilà, vous voyez, et c'est un exercice qui est assez chouette, parce que quand vous avez fait ça, vous pouvez tout faire. Vous avez même fait des bosses langoureuses pour des sous-vêtements féminins. C'est vrai, ça c'était chouette. Et des symphonies pour centre commercial. Oui, En fait, vous avez jamais dévié musicalement, vous êtes toujours resté dans le... non, c'est une chouette école. Alors maintenant, on va parler du Panzer. Du Panzer, On était dans la campagne de Nîmes. oui, Elle était en béquille, en Oui. juste au corps oui, et en barésie. oui, Elle s'appelait Liane. oui. Ce ton dramatique, on barésie. Et là, vous voyez... Et qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, et je dis, écoute, je galère, je cherche une chanteuse. Et là, je vois un petit jeune homme qui me dit, moi, j'en connais 2 de chanteuses. Ah bon? Ouais, j'en connais 2. Et puis, il me donne 2 téléphones et tout. Et puis, je dis, bon, ben, on verra bien. Et puis, du coup, j'en appelle une. Et elle habitait Lyon. Elle s'appelait Diane Faliek. C'était dans Diane Folie. Je dis, est-ce que je peux vous écouter? Elle me dit, mais j'ai pas de cassette. Je dis, mais comment je peux faire? Ben, je joue dans un groupe de bal. Ben, je peux vous écouter où, le plus près de Lyon? Et là, elle me dit Nîmes. Et moi, je dis, bon, bah, allons-y, quoi. Et le dimanche arrive, c'est un dimanche en plus. Je dis, non, mais je vais pas faire 250 bornes aller, 250 bornes retour. Si ça se trouve, elle chante pas terrible, quoi. Donc, et puis, j'avais une Lada Break. Hein, c'est une voiture russe, vous ne devez pas Ce connaître. détail est très important. Il est très je pense. important. Il va être même repris par TV Loisirs. C'était mes parents qui Et pas Le voulaient... Figaro. C'est ça. C'est des bagnoles de merde, c'est-à-dire que même neuf, ça ne marche pas. C'est important Et de faire une contre-pub pour les Lada Break. Ça démarrait une fois sur 5. On dirait du c'est un Mizrahi, enfer. l'interview, là. Voilà. Et là, je me suis dit, OK, si elle démarre du premier coup, j'y vais. Et là, je suis tranquille parce que jamais elle a démarré du premier coup. Et bien, cette fois-ci, elle a démarré du premier coup. Et alors, là, on a... Donc, j'arrive dans un petit village et je vois ces 2 chanteuses. La première, voilà, elle chante bien, mais... Et la deuxième arrive et c'est elle, sur des béquilles. Elle sort une voix, c'était waouh! Ouais, c'était Tina Turner, Irene Cara, Bonnie Tyler, une voix incroyable. Il y a les passages, parce que vous allez être brouillé après Yann Folie à cause de ce bouquin. Il y a les passages que Yann Folie va vous reprocher, notamment celui-là. Aucun Mozart ne pourra jamais écrire une aussi belle mélodie que celle de Yann Folie qui s'abandonne. Est-ce que c'était d'elle que je parlais? Je suis pas sûr. Si. Ah, si. Bon, j'ai pas dit Liane Folie qui s'abandonne, j'ai dit aucun Mozart ne pourra jamais écrire une aussi jolie mélodie qu'une femme qui s'abandonne pendant l'amour. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai. Ça a acheté un blanc terrible. Non, mais c'est beau. On est dans de la beauté, là. On vrai, va pas vrai. descendre. Et là, par contre, vous faites un truc salaud. Vous attaquez notre... On est les émissions des amis de Nicoletta. Ouais. Et vous attaquez Nicoletta. Ah bon? Oui, vous dites, en français, c'est terrible. Elle avait des accents de Nicoletta qui me faisaient peur. Je dis ça parce que je crois que j'ai plutôt dit Nicole Croisy. Ah non, de Nicoletta. Merde. Bon. Alors, on a l'émission Nicole. des amis de Nicoletta. C'est vrai. Et dites un petit mot pour Nicole. Nicole, j'étais jeune et idiot. D'ailleurs, Yann Folie, on va arrêter de parler d'elle, veut vous faire exorciser votre maison. Vous l'avez écrit le livre ou vous l'avez pas J'avais lu? oublié, c'est sympa, c'était il y a un petit moment déjà. C'est vrai qu'elle a fait venir Ça n'a aucun sens. Petit, il y a 2-3 âmes. Tu l'as fait nettoyer cette maison, elle était de Toulouse, c'est pour ça. Je dis, bah ouais, j'ai appelé une société de nettoyage. Non, je ne te parle pas de ça, je te dis qu'il y a 2-3 âmes qui se promènent. Oui, c'est ça. Bon, a priori, elle a nettoyé les âmes. Bon, alors maintenant, on va parler de choses intéressantes. Alors, vous citez du Deleuze sur M6, vous dites c'est comme un ardeur déclamant du Lénine lors d'une double pénétration chez José Benasseraf. Ah oui. Il faut dire qui est José Benasseraf. Oui, alors José Benasseraf, c'était un réalisateur de films porno, mais dans les années 70, c'est-à-dire qu'il avait du budget et il était un peu situationniste. Et il demandait à ses acteurs, en même temps qu'ils faisaient l'amour, de réciter des pages de Lénine. Donc, Non, mais c'était surtout la Nazi Exploitation.
La Nazi Exploitation. C'était surtout que José Benassaf, ses principaux films sont des pornos nazis. C'est vrai? Oui. Alors je ne sais pas si ce sont des nazis qui récitent du Lénine. Non, non, enfin, moi ce que j'aimais c'était cette situation un petit peu de détournement. Voilà, j'ai toujours aimé le détournement. Je vous rappelle que le tout premier film de Woody Allen, c'est La dialectique peut-elle casser des briques? Et il avait pris un film de karaté et il avait refait complètement des dialogues, pareil, dialogues philosophiques et dialectiques. Donc ce qui était drôle, c'était de voir le public qui allait voir des films de karaté qui ne comprenait rien du tout. Benazeraf, il s'appelait. Et c'était un excellent test pour repérer les pervers. Parce que ah bon tous ceux qui. Il y avait la moitié des gens qui ne savaient pas qui il était. Et l'autre moitié disait ah, mais je connais vos Ah, voilà, c'est ça. J'ai tous regardé. C'est C'était ça, un c'est très comme bon test. quand. Ouais. J'avais un copain qui était le fiancé de Clara Morgan et Elle vient. je sais, j'aime beaucoup, on se connaît. Et je l'avais rencontré dans une émission d'Ardisson, on avait sympathisé, tout ça, elle était en promo. 3 mois plus tard, je suis invité chez une amie et Alex est là avec Clara. Et je la vois et je lui dis, ah, on se connaît. Et lui, il me dit, ah non, pas toi. Enfin... Parce que chaque fois qu'il sortait avec elle, tout d'un coup, les gens disent, mais on se connaît, voilà. Mais nous, ce n'était pas dans ce contexte. Alors, il y a un moment génial de notre vie. C'est en 2012, au Grand Journal. Il y a Marine Le Pen qui est invitée. Oh putain. Ça, c'est à vous. Vous savez de quoi je vais vous parler. Ouais. Et là, vous devez lui parler de culture. Et c'est le débat le plus surréaliste de... Vous allez nous expliquer pourquoi c'est surréaliste. Et surtout, vous voulez raconter à Marine Le Pen qu'il faut chanter avec son anus. Ah. Oui. Je suis pas sûr. Là, mais c'est pas grave. Alors, Marine Le Pen, c'était un débat sur la culture. Et donc, on me dit, est-ce que tu veux bien venir débattre et moi, je dis, bah oui, surtout que je venais de voir, enfin, c'était... La musique que je défends, c'est le jazz, c'est une musique de métissage, etc. La philosophie de la musique, c'est quoi? C'est d'harmoniser, c'est de faire tout le contraire que font les politiques, et particulièrement ces mouvements qui peuvent être extrémistes et qui n'ont qu'une envie, c'est de nous cliver. Alors que nous, le boulot d'un musicien, c'est de rassembler. Et moi, je lui dis, vous n'allez pas dans le sens de l'histoire, puisqu'en fait, le sens de l'histoire, c'est qu'on va tous devenir créoles un jour. Ça met du temps, mais voilà. Et vous avez une formule géniale, d'ailleurs. Allez-y, vous allez me la rappeler. Mais je m'en souviens plus, donc je pensais que vous alliez me la Ah, rappeler. vous êtes comme un griot, mais Et donc, j'ai préparé tous mes trucs avec les phrases de Gollnisch qui disait quand même, il y a plus de... on ne peut pas comparer une sonate de Mozart et un roulement de tam-tam. Et moi, je dis, bah si, je suis désolé. Donc, j'ai tout préparé là-dessus. Et je lui dis, en fait, vous êtes rétrograde, puisque le mouvement musical montre qu'on va tous vers une fusion, et c'est ce qu'on peut... Et elle me dit, mais de quoi vous parlez? Je dis, bah voilà, je lui donne cet exemple-là. Elle me dit, mais moi, j'adore le jazz. Alors, tout d'un coup, je suis là. La merde, là. Mais, La merde. ah bon, mais... Et vous aimez quoi exactement? Et là, elle me sort... J'aime la chanson, j'aime Jean Ferrat. Elle me sort un chanteur communiste. Ouais. Donc là, tout d'un coup, je suis maligne. complètement désarçonné. Et en fait, elle est beaucoup plus maligne que ce que je pensais. Donc, je me suis bien vautré dans ce débat. Mon copain philosophe Pouyol m'avait dit « n'y va pas, n'y va pas ». Et bon, ben, c'est raconté dans un livre. Mais alors, non, surtout, vous racontez comment il faut contracter son sphincter anal, on dit? Non, on dit son périnée. Non, non, non. Les fameuses périnées orientales. Non, non, j'ai fait un spectacle du coup qui s'appelle Le Chant du Périnée. Je voulais comprendre pourquoi, c'est comme ces mémoires, pourquoi le fluide vocal a tant d'effet sur moi. J'ai compris le jour où une chanteuse m'a pris la main et m'a mis la main là en disant « Regarde les muscles qu'on mobilise quand on chante. Contraction du périnée, l'air monte. Si on chante avec ses cordes vocales, on se les force, on se fait des nodules. L'idée, c'est de contracter le périnée. L'air monte, traverse le ventre de la chanteuse, la poitrine de la chanteuse, excite les cordes vocales de la chanteuse. Vous avez déjà vu une endoscopie de cordes vocales? Ça ressemble furieusement à... C'est là que j'ai répondu oui. Mais sans les poils. Donc, et les hindous disent que les cordes vocales, c'est l'organe sexuel secondaire. Voilà. Alors maintenant, on va prendre vos plus belles phrases. Oui. Parce que vous avez fait un livre sur vos plus belles phrases, donc autant le prendre. Vous chantez comme dans un bar à pute, mais de gauche. Alors, ma question, et vous dites, la pute de gauche lâche moins sa voix. Alors ma question, c'est est-ce que c'est voix avec un X ou voix avec un E?
Non, non, c'était voix avec un X, mais ça voulait dire que, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, la mythologie du bar à pute pour un musicien, c'est formidable. En gros, c'est un compliment que je voulais faire. Donc, ça voulait dire qu'on était dans une forme de cabaret cosmique, mais je pense que la fille gambergeait beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes de gauche, vous êtes un peu une intello, vous prenez la tête. Et pourquoi tout musicien rêve de jouer dans un bar à pute de gauche? Parce qu'on rêve tous de jouer dans un bordel, en fait. Mais après, il faut boire des coups et avoir de la conversation, donc autant que ce soit avec des gens avec qui on partage certains idéaux. Il y a des bars à putes de droite parce que Gilbert Collard avait raconté qu'il avait commencé son cabinet dans un bar à putes. Ben voilà. Ça lui a donné de... Ouais, mais j'étais jeune hein, quand j'ai écrit tout ça, mais c'est vrai que... Non, c'était il y a 2-3 ans. non, le bouquin vient de sortir. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Mais... Deleuze, Sheila et moi? Non, c'est sorti il y a 12 ans, mais ça fait rien. Bon, allez. Question suivante. D'ailleurs, est-ce que Sheila est au courant Oui. Elle a lu? Oui. Elle l'a lu? Je sais pas si elle l'a lu, Non, mais... je pense pas. Elle sait que... Bon, Elle l'a compris? je sais pas. Non, je pense pas. Alors, il y a une phrase sublime. J'adore ton vibrato tendu comme un string. Oui. Et vous analysez les vibratos des différentes personnes, et là, c'est sublime. Parce que vous dites vibrato très rapide. Alors, c'est qui vibrato très rapide? Vibrato très rapide? Oui, qu'est-ce que c'est? Un vibrato très rapide, c'est un truc un peu véhément. C'est Julien Clerc, par exemple, c'est tendu. C'est Elvis, Jackson et Jacques Chaban-Delmas. C'est ça. Pourquoi Jacques Chaban-Delmas? Parce que c'est pareil, il avait une voix un peu nasillarde comme ça et très... Il y a le vibrato cassé, Oui. Billie Holiday et Cohn-Bendit. Ah, magnifique. C'est comment ça? Bah, c'est là quand on a la voix cassée un petit peu, que du coup, c'est là que c'est joli parce que ça fait ressortir des harmoniques. Et le vibrato ample, Mireille Mathieu et De Gaulle. Ouais. Le mouvement est là. Oh, mille colombes, français, française. C'est un peu chiant le vibrato lent. Et vous êtes... Quel vibrato vous êtes, vous? Moi, mon vibrato préféré, c'est pas de vibrato du tout. C'est la plat. Regardez, la c'est mer est brésilien. plane. Ouais, c'est On fait faire un sauna auditif. un sauna auditif. Oui. Wow. C'est ce que Bec Bédé faisait sur France Inter quand il n'avait pas préparé sa chronique. Et moi, je suis quel vibrato? Vous êtes un vibrato, vous êtes plutôt assez perché un peu dans les aigus. Ça chante. Vous pouvez enlever dans les aigus. Ça chante, ça module un peu. C'est interrogatif. Ok. Par contre, ça manque un tout petit peu de souffle. Il faut plus travailler le périnée. Ah oui, on va le bosser ensemble, notre périnée. Ouais, enfin non, pas avec vous. Alors, ça sent trop le savon et pas assez la foufoune. Oui. Il y a eu un mouvement de foule dans le public. Quand j'ai prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça sent trop le savon et pas assez la Ça foufoune? veut dire que c'est un petit peu trop compassé, trop travaillé. Ça perd son charme, quoi. C'est quelqu'un qui était un peu trop sage, qui voulait faire trop clean et tout. Quand on dit d'un son qu'on l'aime bien, qui est un peu roots et tout, voilà, on préfère que ça sente la foufoune que le savon. Vous savez qu'un bon généraliste peut, par l'odeur, repérer une chlamydia dell'arte ou une sodome et gonorrhée, ou non mais vraiment, ou des champignons par exemple. C'est comme la chasse aux champignons, ça peut se faire dans tous les endroits et ça se repère. Les champignons sont très forts. Non mais là on parle pas de champignons, on parle juste La musique, pardon. d'artefacts. Alors, la musicalité de votre langue, la musicalité du français est proche du japonais. Ouais. Avez-vous déjà vu un crooner chinois? Et ben voilà. Pourquoi c'est pas musical le français? Non, le français ne mobilise que la langue française ne mobilise que 3 muscles autour de la bouche, alors que le canadien et l'anglais mobilisent les résonateurs du nez, des joues, de la gorge. Vous voyez, là, Les pommettes, elles sont botoxées. Là, je parle. Là, je parle français. Et maintenant, je parle français avec l'accent canadien. Vous avez vu la différence de volume? C'est simplement parce que je place ma voix différemment. Donc, nous, le placement naturel de notre langue ne va pas sur le chant du tout. Et italien? Et il y a pire que nous, c'est italien, c'est magnifique, bien sûr. Et pire que nous? Pire que nous, c'est les japonais. Et là, c'est comment? Je sais pas, je parle pas japonais, mais c'est pire que nous. Vous dites un truc terrible sur la musique française. La musique française, ça frappe les temps forts, premier et troisième. Toutes les musiques françaises ressemblent à une bourrée auvergnate. Non, je parle du public français. Je ne sais pas qui vous a fait vos fiches.
Pas de la musique française, je parle du public français. Vous allez dans une salle de spectacle, le public français tape sur le 1 et le 3, quoi, ou sur tous les temps, c'est la bourrée. Ah oui, c'est Maintenant, si vous faites une musique, ton cotin, poton, potin, poton, popap, là, le public américain anglo-saxon tape sur le 2e et 4e temps. Ça s'appelle l'afterbeat. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On va faire un exercice. Je vais compter 1, 2, 3, 4 et vous allez frapper spontanément. 1, 2, 3, elles sont 4, toutes bourrées, donc elles ont toutes des verres. 2, 3, 4, Alors. 1, 2, faites ce que vous voulez. Frappez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est français. Ça, c'est le public français. La bourrée. Maintenant, on va faire le public américain. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 1, a 1, a 2, a 1, a 2, a 3, a 4, a 1, a 2, a 1, a 2, a 3, a 4. Vous avez vu le truc? 10 fois plus sexy, ça les fait Vous pouvez rire. faire ça avec d'autres peuples du monde? Oui. Alors, faites-en un autre, c'est génial. Avec d'autres peuples du monde. Bah, d'autres peuples qui ont encore un rythme différent. Alors, on va faire, c'est l'Orient après, parce qu'en Occident, on tape tous des mesures à 4 ou 3, mais l'Orient, on tape à 5, on tape à 7, on tape à 9 temps. Alors, on va faire 5 temps. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Vous avez vu, c'est dissymétrique. Maintenant, on va faire 7 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Maintenant, on va faire 9 temps. Vous allez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tapa, 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 papa, tapa, 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 pilidadap. Blue Rondo à la turque. Très bien. Très beau, on très sent beau. qu'il y a du potentiel. Ah, yeah. C'était le plus beau moment de l'émission. Il y a du potentiel, mais il y a du travail encore. Moment. Il y avait une blague vaseuse, mais alors j'ai une blague très très vaseuse sur la suite. Allez-y, je vous fais confiance. Vous dites j'aime bien votre côté Nana Mouskouri postmoderne. C'est une pensée anal comique. Et je voulais lui demander, est-ce que c'est parce que l'anal se déverse dans les lunettes? C'était fin. Oui, c'était fin. C'était ouais. Bah dis donc. Je reviens de loin. Ouais. Non, mais ça voulait dire quoi? J'aime bien votre côté Nana Mouskouri postmoderne, qui est un équivalent de Tu es un côté Las Vegas de gauche. Oui. Alors, j'aimais beaucoup à cette époque dire psycho-érotique et de gauche. Alors, vous rajoutez tout ça. Je sais pas, vous dites par exemple quelque chose de gauche, tout d'un coup, c'est tiens. Enfin, vous voyez, c'est. On voit, vous êtes un voilà, c'est clair. Montagnard de gauche. Mais pourquoi? Enfin, voilà. Ça. Mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et là, c'est parce qu'on ne se rappelle plus qu'est-ce que c'est la gauche, quoi. Et à une époque, montagnard de gauche, ça avait un sens? Il y avait, oui, alors c'était la pensée de Deleuze qui résumait ça. L'homme de gauche pense le monde, puis il pense son continent, puis il pense son pays, puis il pense sa ville, puis il pense son quartier, puis il pense sa famille, puis il pense lui. L'homme de droite pense d'abord lui, puis sa famille, puis son clan, puis son quartier. Mais Jean-Marie Le Pen dit je préfère ma fille à ma femme, je préfère ma femme à ma tante, je préfère ma tante à la vieille tante. Ouais, c'est ça. Quand tu as commencé la chanson, j'ai vraiment eu peur que tu nous fasses de la Soul Loukoum tendance bar mitzvah. Oui, Soul Loukoum tendance bar mitzvah. Qu'est-ce que c'est la Soul Loukoum tendance Alors bar mitzvah? la Soul Loukoum, c'est quand on met trop d'emphase dans son chant. La soul music, elle est belle, mais si on rajoute du vibrato sur du vibrato, ça devient un peu trop sucré. C'est Enrico Macias? Non, le chanteur de bar mitzvah, c'est le chanteur qui chante bien de la soul. Mais vu que, par exemple, quand vous êtes à Paris, que vous faites le métier de musicien, le seul boulot qu'il y a, quand on fait des bals, c'est les bar mitzvahs ou les mariages juifs, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Pour eux, c'est très important. Un chauffeur de taxi commence à économiser jusqu'à la bar mitzvah de son fils, et il faut qu'il y ait de la musique. Donc, du coup, ça représente un marché. Donc, du coup,
le musicien un peu foiré, c'est celui qui joue que dans les bar mitzvahs. Il y a un moment, donc ça veut dire un peu musicien de bal, quoi, voilà. Génial. C'est comme les batteurs. Les batteurs Il y a sont eu il y a eu un très beau film avec Jean-Pierre Bacry qui s'appelait Le sens de la fête et qui illustre un petit peu ça. Ah, très bon. Avec un musicien un peu foiré qui, voilà, C'est qui est comme un le peu batteur. ringard. Vous dites, le batteur est très mal vu dans le milieu. Ce batteur, c'est vraiment le fond du Ah, c'est fion. l'idiot, ouais. Enfin, Ouais, c'est le con, le batteur. ouais, c'est terrible. ouais. Mais là, le public se met à chuchoter. On les a perdus. Oui. On va les retrouver là, Oui. parce que j'ai un truc salace. Ah, Ah, chouette. mais c'est pas vrai, vous avez tous les plus jolies filles de Paris, vous dites des trucs Ah salaces. bah, c'est honte. j'ai pris votre livre, hein. Je n'ai fait que vous lire, hein. Mais vous l'avez pas écrit. Si. Mais comme on dit, je juge toujours les livres avant de les lire de peur d'être influencé. Alors, on ne marque un territoire qu'avec ses glandes anales ou son urine. Non, on ne marque pas un territoire qu'avec. Mais enfin, vous avez... Quel est différent? Bah, c'est Deleuze qui dit ça à propos de l'animal dans le territoire. Il dit l'animal ne marque pas son territoire qu'avec de l'urine ou ses excréments. Il les marque par la posture, c'est la danse pour guetter. L'oiseau marque son territoire par le chant et le babouin dans la forêt toute verte marque son territoire par la couleur multicolore de son cul. C'est sublime. Ouais. Et le troglodyte mignon, qu'est-ce que c'est? Ah, un troglodyte mignon, c'est un mec qui n'est pas complètement fini dans son art, mais qui est touchant. Et qu'est-ce que ça veut dire la phrase d'après? Parce que j'ai pas bien compris ce passage. Yvette Horner découvre les vertus identitaires du maquillage à la truelle. Ben, c'était que, en fait, elle avait fait le tour de France et debout sur une voiture avec l'accordéon, elle ramassait tous les moustiques sur la figure. Donc le soir, Elle a fini par voter Marine Le Pen. c'est vrai. Ouais. Bon, C'est terrible. ouais, mais enfin, Quand on est... on dit que Marine Le Pen est de gauche maintenant, donc tout va bien. Ah sait oui, où on en est. on Ouais. dit qu'elle est alcoolique aussi. Ah bon? Oui, non, elle boit beaucoup. C'est vrai? Ouais, 3 bouteilles au déjeuner. Sans déconner. Non, vraiment, c'est vrai. Non, c'est pas Ah, vrai. je vous promets. Ah bon? Ah ouais, de sources très sûres. Ouf. Une émission qui part en live complètement. Bon, évidemment, on va ne pas couper. Alors, vous dites il y a les grands envoûtés et les grands envoûteuses. Oui, les grandes envoûteuses Les et les grandes grands envoûtés. envoûtées et les grandes envoûteuses. Mmh. Alors, c'est quoi qui les grands envoûtés? C'est moi. Je me fais envoûter tout de suite un regard, un sourire. Ah, vous êtes dans la Une famille voix. de Ulysse, de Mozart, de Bill Clinton et de Sarkozy. Voilà. Et les grandes envoûteuses? Ah bah c'est les chanteuses de jazz, quoi. C'est Billie Holiday, c'est Circé, Circe, Monica Lewinsky. Monica Lewinsky. Oui, c'est ce que vous auriez pu en prendre une un peu plus classe. Quoi. Ouais, j'étais pas... J'étais pas très inspiré dans ce Non. chapitre. Et Carla Bruni. Ouais. J'adore sa voix. Mais là, cette semaine, la semaine dernière, j'ai fait un duo avec Mélodie Gardot. J'étais content. Est-ce que c'est une grande envoûteuse, Carla Bruni? Sa voix possède cette qualité de la crooneuse, c'est-à-dire qu'elle ne force pas. Ce qui est insupportable, c'est les grandes chanteuses casse-couilles qui, quand elles ouvrent la bouche, vous voyez jusqu'au fond de leur culotte, c'est pas très joli. Alors que... Vous voulez dire que vous voyez la culotte de Nicole Croisille? Non, mais bon... je pense pas à Nicole Croisille, je pense plutôt à l'école d'après, Lara Fabian, tout ça et tout, qui à un moment donné, elle savait même plus comment chanter, elle murmurait, elle savait plus. L'étymologie de crooner, c'est ça que j'adore moi. Les chanteurs crooner ou crooneuse, ça vient de l'anglais to croon, ça veut dire murmurer. Donc c'est Carla, quand elle chante, elle vous murmure à l'oreille, c'est génial. Mélodie Gardot, c'est la même chose. C'est des voix qui sont formidables. Et pourtant, il en faut de la voix pour faire ça. Carla, elle a cette petite voix cassée. Ouais, j'aime bien sa voix. Mais c'est une killeuse, parce que j'avais un très bon ami commun paraplégique avec elle. Ouais. Après, je sais pas. Moi, je m'arrête à... Moi, c'est les voix qui me font fantasmer. Ah oui. Après, c'est pas très Un paraplégique obsédé sexuel qui m'avait dit que Carla Bruni, en fait, c'est un tempérament d'homme. Oui. Moi, ça fait un bide. Alors, vous racontez une anecdote géniale. C'est Beko qui vous la raconte. Ouais. Il vous raconte, avec Piaf une nuit, on a descendu toutes les bouteilles jusqu'à ce qu'on trouve un alcool qui n'empêche pas de chanter. Exactement. Et c'est quoi? Alors, c'était le whisky. Et alors, Le problème de l'alcool, c'est que ça vous empêche de saliver au bout d'un moment, donc vous avez la bouche sèche. Vous savez,
la diction un peu pâteuse des alcooliques, elle vient de là en fait. Et il dit, voilà, on a essayé tous les alcools en une nuit, on a trouvé le whisky. Ça, Mais Edith Piaf buvait quoi? bah justement, elle buvait de tout. On va faire un thème maintenant chanteur et alcool. Chanteur et alcool. Qui boit du... Bah, après cette nuit-là, je pense elle n'a plus bu que du whisky. Quels sont les chanteurs à vin rouge? Les chanteurs à vin rouge, je ne sais pas. Après, je peux pas dire, mais à un moment donné, il y a tout qui passe, on va dire, un peu. Mais c'est vrai que Beko, il avait sa fiole de whisky avec lui, toujours, très élégante, et il avait un parfum qui sentait un peu l'alcool aussi, qui se mettait, donc ce qui fait que c'était un parfum qui s'accordait avec, et c'était formidable de voir, je dirais, comme il appréciait ça. C'était beau. Moi, je dis, j'ai aucun jugement sur rien du tout, mais ce qui est beau, c'est de voir la personne qui kiffe son truc, quoi. Ça, c'est chouette. J'avais une anecdote sur Gainsbourg, mais totalement hors sujet. Allez-y. Je la fais? Oui. Ok. C'est avec André Berkoff, qui est un de mes meilleurs amis. André Berkoff et Gainsbourg sont chez Castel. Et là, Gainsbourg, c'est à la toute fin de sa vie, 1 an ou 2 ans avant sa mort, il est complètement bourré. Et il y a une nana un peu grosse, un peu blondasse qui arrive, qui les accoste et qui dit « Ah, je suis monsieur Gainsbourg, je suis très impressionné. » Et il dit « Ah, bah, t'es qu'une vieille pute, t'es dégueulasse, t'es grosse. » Et Berkoff dit quand même « Attends, sois gentil avec elle, elle t'aime bien et tout. » Et il dit « Mais non, t'es qu'une grosse pute dégueulasse, regarde tes cheveux, filasse jaune, et ton poids, t'es obèse, mais t'es un monstre. » Et là, la nana est en train de limite de pleurer. Alors Berkoff dit « C'est pas possible, défends-la un peu. » Et là, la nana dit « Mais peut-être vous connaissez mon père. » Et là, Gainsbourg dit « Je m'en branle de ton père, qu'est-ce que c'est qui ?» Et elle dit « Ben moi, je m'appelle Marine, et mon père, c'est Jean-Marie Le Pen. » Et là, Gainsbourg est fasciné. Alors, et là, Gainsbourg est fasciné avec elle. Et Marine dit « Je vais vous emmener à Montretout, dans la maison de Le Pen. » Ils vont avec Gainsbourg et Berkoff dans la maison de Le Pen. Gainsbourg passe la plus belle nuit de sa vie avec Marine Le Pen. Et à la fin, Berkoff dit « Quand même, Serge, t'es quand même une pute. Parce que dès que t'as su que c'était la fille Le Pen, t'as été gentil. » Il dit « Oui, je suis une pute, mais une pute sélective. » Bon, c'était là, je pense qu'on peut bientôt s'arrêter. Alors non, vous racontez une anecdote assez drôle sur Mick Jagger qui monte chez Miles Davis. Ouais. Vous pouvez la faire celle-là. Oui, c'est Mick Jagger qui est à New York et il sait où habite Miles. C'est un petit immeuble de 5 étages. Un jour, il craque. Il dit, je vais lui dire bonjour. Donc, il arrive et normalement, c'est le portier qui filtre. Mais là, le portier voit bien que c'est Mick Jagger et il n'est pas attendu. Il dit, je peux monter. Le portier lui dit, mais oui. Donc Mick Jagger monte au 5e étage, il frappe, Miles s'ouvre, il regarde, il dit genre mais qu'est-ce que tu fous là? Et Mick Jagger lui dit je suis désolé, chaque fois que je suis à New York, j'ai tellement envie de le faire que cette fois-ci j'ai pas pu m'empêcher de frapper à votre porte. Et là Miles il lui dit when I'm in London, do I shit in your place? Et bum, il ferme la porte. Quand je suis à Londres, est-ce que je viens te faire chier? C'est Voilà. qu'on a un public trop con et qu'on ne comprend pas l'anglais. C'est pour ça que personne n'a rigolé. Alors, il y a un truc très drôle que vous racontez, c'est le chant de la ménagère chez Deleuze. Oui. Il racontait, d'ailleurs, Deleuze dans l'alcool, il était pas mal aussi. Et il ne se coupait pas les ongles. Oui, j'ai un petit doigt. Ouais. Et alors, il y a les chants de la ménagère. Par exemple, le chant du repassage, c'est le triomphe de la civilisation orphique contre le désordre de la nature. C'est bien écrit. Hein. Ouais, on dirait du Manoukian. Ouais. En gros, le chant... alors, Orphée, chez les Grecs, par le chant, civilise le monde. Il rend les bêtes sauvages doux comme des agneaux. Il amollit les pierres. Il les rend douces. Et donc, l'idée de chanter chez soi, c'est pour envoyer de la good vibe et pour avoir cette... Et la ménagère qui repasse chez elle chante le bonheur d'être dans son territoire. Deleuze dit que la musique, il y en a 3 sortes. Je suis dans mon territoire et je chante le bonheur d'être chez moi. Ça, c'est le lundi au soleil, etc. On va en parler du lundi au soleil. Il y a je vais vous quitter. Ça, c'est je fais mes adieux parce que je pars à la guerre. Adieu, mamie, je t'aimais bien, etc. Et le 3e chant, c'est le chant de l'exil. Je suis loin de mon territoire. Heureux qui communiste a fait un beau voyage.
J'ai une autre blague vaseuse encore mieux, parce que vous dites que elle est terrible celle-là. Le chant du départ, vous dites c'est faisons l'amour avant de nous dire adieu avec Jane Manson. Ouais. Mais tout le monde confond Jane Manson avec Charles Manson, mais maintenant on peut plus les confondre, les deux sont mis en cause pour viol. Bravo. Non mais c'était pas mal. Personne n'a rigolé. Non. Alors, non, d'ailleurs, j'avais une question sur le lundi au soleil. Ouais. Parce qu'Hervé Villard m'a dit, à propos de Claude François, il a fait sa tournée, une première tournée d'Hervé, c'est avec Claude. Il m'a dit c'est être le plus ignoble que j'ai jamais rencontré. Paix à son âme s'il en avait une. Ah, je sais pas, je l'ai pas rencontré. Il était dur avec les gens avec qui il bossait, avec Claude François. Ouais. Et Nicole m'a dit exigeant, pareil. il est très exigeant. C'était un monstre. Oui. Mais les artistes, faut pas les fréquenter. Alors que Dalida, tous se disent que c'est la femme la plus généreuse au monde. Qui? Hervé et Ouais. Nicole disaient ça de Dalida. Ouais, c'est vrai. Non, moi j'ai toujours préféré les chanteuses aux chanteurs. Ah oui. Vous connaissez l'anecdote que je raconte Jean-Luc Lahaye sur il venait d'avoir 18 ans. Non, Il dit que c'est lui. c'est vrai? C'est parce qu'à 18 ans, Jean-Luc Lahaye vivait chez Dalida. D'accord, Et il se faisait vomir avec Dalida et Pascal Sevran a écrit la chanson sur Jean-Luc Lahaye. d'accord. C'est drôle. Dans des abîmes d'imagination, d'accord. J'ai rassuré à vous, j'ai vu que vous regardiez votre monde, c'est la dernière question. Non, non, non. Non, mais on a fini après. Oh mince. Vous dites, ah oui, pourquoi les garçons avec des voix de filles rendent les filles hystériques? Eh oui. Pourquoi? Les Beatles, Alors, la théorie, c'est que les castrats, à la Renaissance, qui rendaient les filles complètement folles. Alors déjà, un garçon qui chante avec une voix aiguë, par exemple, à la Renaissance, on disait que c'était une voix d'ange, parce que tout d'un coup, vous avez la beauté de la voix féminine, mais dans un corps un peu plus trapu, donc avec une amplification supérieure. Donc déjà, vous entendez une voix qui a l'air pratiquement surhumaine. Encore une fois, elle est aiguë comme la voix d'une fille, mais elle a de la puissance. Quand vous vous rendez compte, quand les filles se rendent que c'est un garçon qui chante, elles se disent, c'est pas le mâle qui exhibe son appareil génital comme un ténor pour dire. Donc du coup, il n'y a pas le danger sexuel. Et pour le coup, il y a presque un challenge. Et là, les jeunes filles se disent, tiens, peut-être que moi, je vais réussir à lui faire sortir son oiseau. Alors que les chanteuses à voix grave rendent... Moi, perso, ouais. Alors ça, pourquoi? Ah, ça, je pense que c'était... Rendent les garçons hystériques. Voilà, c'est ça. Les voix de crooneuses, les voix Mélodie Gardot, Norah Jones. Autrefois, c'était Rita Hayworth, tout ça. Lorraine Bacall. En fait, l'idée, c'est que je pense que, c'est ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, quand on est dans le ventre de sa mère, on n'entend que les sons graves, filtrés. Donc tout d'un coup, vous entendez une voix grave de femme, vous retournez dans le liquide amniotique et vous dites, putain, qu'est-ce que c'est cool. Putain, vous avez fait une théorie tellement vaseuse, sur j'ai une autre aussi vaseuse. Allez-y. Vous savez pourquoi les gens de gauche font des garçons? Non. Et pourquoi les hommes de droite font des filles? Non. Parce que la femelle, quand elle est stressée avant l'accouchement, a tendance du coup à produire, c'est une réaction que c'est comme les rats, elle produit, enfin, non, mais la femelle stressée avant l'accouchement a tendance à produire des filles. Parce qu'elle est stressée, du coup, elle ne va pas produire quelque chose qui va encore plus la détruire. Donc, elle produit des hormones féminins. Donc, elle a tendance à faire des filles. La femelle qui n'est pas stressée avant l'accouchement va produire des garçons. Pas avant l'accouchement, avant la procréation. Avant la procréation, oui, voilà. Ça. Donc, c'est pour ça que les hommes de droite qui stressent leurs femelles font des filles, alors que les hommes de gauche qui ne déstressent leurs femelles font des garçons. C'est pour ça que j'ai fait que des garçons et une fille quand même. Et c'est pour ça que Le Pen n'a fait que des filles. D'accord. Oh. C'est très fort. On est forts tous les deux en théorie vaseuse. On est pas On mal. devrait faire un cours de vase. Les vases communicants, ça s'appelle. Bien, bien, bien. Bon, en tout cas, André Manoukian, c'était fini. C'est fini? Il n'y avait pas de début, donc il n'y aura pas de fin. D'accord. On se retrouve la semaine prochaine avec une actrice qui a été la plus belle du monde dans les années 70 et qui est aujourd'hui la plus laide du monde dans les années 2020, Valérie Mérès. Salut et fraternité.
Alors, je suis ravie de vous accueillir dans la Méridienne. On est dans une... Oui, pardon, oui. Vous pensiez à quoi? Non, la Méridienne. J'ai compris l'amérindienne. Qu'est-ce que je fais dans une amérindienne? Mais ça veut dire quelque chose. Oui, oui. C'est votre inconscient. C'est ça, parce que c'est mon côté chaman et tout ça. Voilà, ouais. Voilà, c'est votre côté chaman. chaman. Par ces civilisations-là. Enfin... Le monde du showbiz. C'est génial parce que j'ai l'impression d'être sur mon lit. Normalement, on est super... c'est un truc intime. Hein, et là, il y a des gens qui sont autour. C'est assez chouette. Hein. Vous aviez rêvé d'être filmé dans un bordel, vous avez... Bah là, c'est... Non, c'est joli. Elles rient quand même. Hein. Elles sont sympas. D'accord. Ensuite... Pardon.